Fidélisatrices, fidélisateurs de l'RTNC au Katanga, nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville cuprifère de Lubumbashi. Mais exceptionnellement pour ce soir, ce magazine que vous êtes en train de suivre, que vous allez suivre, ce magazine a été tourné dans la province du Lualaba. Province du Lualaba que nous appelons tous chaleureusement la province où le cobalt bat son plein, mais nous n'allons pas parler du cobalt malheureusement. Nous sommes dans votre magazine économique concret. Concret qui va recevoir, qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Serge Issazou, qui est au fait analyste. Avec lui, nous allons débattre de la question, la grande question sur la dépréciation du franc congolais face au dollar, face à la devise. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Monsieur l'analyste, nous disons bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Très bien? Oui, ça va très bien. Okay. Là, c'est bon, vous constatez effectivement que nous sommes avec lui sur ce plateau. Nous allons parler de cette grande question, la dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère. Mais comme en RDC, nous utilisons souvent cette devise que nous appelons le dollar américain, nous allons parler avec lui de cette grande question. À ce jour, un dollar, 2500 francs congolais, c'est pour dire 10 dollars, ça se change à ce jour à 26 000 francs congolais. Mais là n'est pas la grande question. Mais la grande question, c'est cette dépréciation. Monsieur l'analyste, quand on vous parle de la dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère, lorsqu'on vous parle de ça, ça vous renvoie tout de suite à quoi? Ça renvoie à ce qu'on appelle une perte de valeur qu'une monnaie a par rapport à une autre monnaie. Parce que quand on parle de taux d'échange, c'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Vous savez, ça relève de ce qu'on appelle la politique monétaire d'un pays. Vous savez, ce qui fait mal dans notre pays, c'est quoi? Quand on diagnostique, on se rend compte qu'il y a plusieurs paramètres qui font à ce que notre économie soit tellement, comment on peut dire, ne puisse pas avoir une très bonne santé économique sur le plan domestique. Pourquoi? Les problèmes monétaires aussi posent problème. Le premier problème, c'est quoi? La monnaie représente la souveraineté de l'État. La monnaie représente l'unité nationale. Alors, une monnaie, c'est un peu sacré, comme on peut dire dans les langages courants. On ne peut pas accepter qu'une autre monnaie puisse avoir un cours légal et un pouvoir illimité dans un territoire qui ne lui est pas propre, comme le dollar aujourd'hui. Ça devait être une devise et qui doit loger dans les circuits bancaires parce qu'on ne pouvait pas commencer à l'utiliser comme on le fait aujourd'hui pour acheter, ne fût-ce que même le sel, pour acheter les légumes, il faut utiliser les dollars. Ça ne se passe pas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut dédollariser. Pourquoi? Parce que le dollar représente la souveraineté des États-Unis, représente l'économie des États-Unis. Une économie qui est puissante, une économie qui est écrasante, fait en sorte que sa monnaie puisse l'être aussi par rapport à notre franc congolais qui n'est pas une monnaie forte. Le dollar est en train de talonner les francs congolais, écraser les francs congolais. C'est une monnaie puissante. Alors ce n'est pas normal. Il faudrait commencer par dédollariser. Tout cela relève de la mauvaise politique monétaire que nous avons dans notre pays. Parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas utiliser les francs congolais pour acheter les dollars. Même pas en Zambie, à côté de chez nous, ici ou en Angola. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur monnaie nationale et cette monnaie représente la souveraineté de cette patrie, représente l'unité nationale. Vous comprenez? Alors, quand on touche à la monnaie, on touche à la nation. On peut vous arrêter, c'est pour cela que même les contrefacteurs, toutes ces histoires là-bas, on peut vous punir de servitude pénale. C'est écrit, noir sur blanc. Mais quand vous laissez une monnaie étrangère avoir un cours légal et un pouvoir illimité, c'est là que ça pose problème. Alors, je me pose la question. Qui dirige, qui fait la politique monétaire dans notre pays? Est-ce que ce sont des spécialistes? Est-ce qu'ils sont chevronnés? Ou ils le font comme ça? Donc, lorsque j'entends vos explications, oui, ça signifie la politique monétaire en RDC est malade. Tellement malade et mal appliquée. Et mal appliquée. Cette politique monétaire est malade, mais comment nous sommes arrivés à cette situation? Vous, en tant qu'analyste, comment nous arrivons à cette situation aujourd'hui en RDC que nous ayons une politique monétaire malade? Vous savez, c'est un problème d'homme.
Premièrement, c'est un problème d'homme. Nous savons tous, en science, on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne suffit pas de traverser une porte pour la simple raison qu'elle est ouverte sans savoir ce qui vous attend de l'autre côté. Il ne suffit pas qu'on puisse me nommer ministre des Finances sans pourtant que je puisse savoir ce que je dois faire. Mais même aussi pour le gouverneur de la Banque centrale. C'est le gouverneur de la Banque centrale qui est considéré comme étant le spécialiste de la politique. C'est lui l'autorité. Oui, c'est-à-dire le gouverneur, c'est lui l'autorité monétaire. C'est-à-dire la Banque centrale a l'autonomie de fonctionnement, a une personnalité juridique et l'autonomie de gestion. Ce n'est pas le premier ou le ministre des Finances qui doit donner des injonctions. Et ça se passe en connivence avec le gouverneur de la Banque centrale, parce que c'est le gouverneur de la Banque centrale qui est considéré comme étant, la Banque centrale est considérée comme étant la conseillère du gouvernement en matière de finances. C'est la Banque centrale qui gère les trésors, c'est-à-dire à ce qui concerne la fiscalité ou la parafiscalité. C'est la Banque centrale qui gère les dividendes de l'État, c'est-à-dire les participations de notre État dans les entreprises publiques privées ou dans les entreprises publiques tout court. C'est la Banque centrale qui gère toutes les rentrées en devises, c'est-à-dire toutes les entreprises qui exploitent dans les mines, qui vendent les minéraux. Ils rapatrient 60% pour que la Banque centrale puisse fonctionner. Ils rapatrient en devises. Et c'est la Banque centrale qui gère tout ça. C'est la Banque centrale qui gère tout ce que nous avons comme emprunt sur le plan international, à ce qui concerne le FMI ou la Banque mondiale. C'est la Banque centrale qui gère tout ça. Et la Banque centrale a ses outils. On appelle les outils de la politique monétaire, tout simplement pour garder l'équilibre à ce qui concerne la production que nous avons, c'est-à-dire notre économie, le PIB, qui fait des rentrées en devises, et toutes ces devises doivent être égalisées par rapport à la masse monétaire qui est en circulation. Et Fischer nous a donné une formule très simple, que la production totale que nous avons doit être égale à la masse monétaire en circulation. C'est-à-dire... Et à ce jour, comment ça se passe? Il y a un déséquilibre à ce qui concerne la production ou les réserves que nous avons en devises et la masse monétaire qui circule. Première difficulté, les dollars qui devaient être logés en banque, on ne sait pas les maîtriser. Pourquoi? Parce qu'ils circulent à côté du franc congolais. Alors, comment est-ce que vous allez calculer les réserves internationales que vous avez dans les banques, dans les circuits bancaires? Étant donné que même les citoyens lambda, tous les acteurs ont ça dans les mains. Et pourtant, ça devait être le contraire. Ça devait être quand il s'agit d'opérations internationales. Là, on pouvait... les problèmes de convertibilité se posent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller acheter à Dubaï avec les francs congolais. Il faudrait aller être ressourcé au niveau de la banque pour que vous puissiez avoir les devises pour aller avec ça à Dubaï. Vous comprenez? Mais quand il faudrait que vous puissiez les avoir même au niveau des ménages, tous les acteurs ont ces dollars. Mais la Banque centrale va jouer quel rôle? Comment est-ce qu'elle va maîtriser? Parce que d'abord, ce que nous avons ici, le circuit bancaire n'est pas désarticulé dans notre pays. Quand vous allez à Muchacha, quand vous allez à Lualaba, quand vous allez partout là, est-ce qu'on a des banques? On n'a pas de banques. C'est-à-dire les gens logent les liquidités dans leur maison. Et c'est une forme de thésaurisation parce qu'ils gardent l'argent en dehors du circuit, parce qu'il y a des gens qui les gardent dans les matelas, il y a d'autres qui les gardent dans les coffres forts à la maison. Et pourtant, on prive notre économie de ces liquidités-là. Parce que notre économie en a besoin. La monnaie, elle est considérée comme étant le sang dans le corps humain. Vous comprenez? Et quand vous avez un problème de sang, vous savez vous-même ce que ça peut créer sur le plan de la santé. C'est la même chose avec l'économie. L'économie a besoin de liquidités. Et ces liquidités là-bas doivent être gérées par un spécialiste. Et ce spécialiste doit savoir comment calculer cette masse monétaire qui est en circulation. Et il doit savoir calculer ça. Et quand vous ne savez pas calculer, vous allez fixer les taux en fonction de quoi? Parce que les taux, c'est les rapports de force entre les francs congolais que nous avons et les dollars que vous avez, c'est-à-dire les réserves internationales. Par rapport à la masse monétaire que nous avons, il faut égaliser ça. Si nous avons 10 000 dollars ou 1 milliard de dollars, il faudrait aussi avoir l'équivalent en francs congolais qui doit circuler. Oui, et c'est ça l'équilibre. Oui, là vous avez soulevé la question sur l'équilibre. Oui. Vous avez vous avez démontré que le tout repose sur la Banque centrale, qui est au fait l'autorité monétaire. Donc à ce jour, le déséquilibre, le déséquilibre que nous vivons en ce qui concerne le système monétaire en RDC, la grande responsabilité revient alors à la Banque centrale. À la banque et au ministre des Finances qui est le ministre de tutelle. Même si
la Banque centrale a l'autonomie de fonctionnement et la personnalité juridique, mais les ministres de tutelle, c'est les ministres des Finances. C'est-à-dire les ministres des Finances doivent travailler en connivence avec la Banque centrale pour appliquer une politique. Parce que les ministres des Finances représentent les gouvernements. Et la Banque centrale doit tout faire pour appliquer les outils, utiliser les outils, afin de réussir la politique. Est-ce que vous pensez, déjà là, il y a faille, il y a déséquilibre, il y a des soucis. Donc ça signifie, on peut même se dire qu'il n'y a pas une harmonisation de point de vue entre la Banque centrale et le ministère de Finances. Donc je parle des instituts. Il n'y a pas harmonisation. C'est ce que je peux dire. Alors ce manque d'harmonisation entre la Banque centrale et le ministère des Finances pose problème aujourd'hui. Ça pose un grave problème. Ils ne maîtrisent pas leurs outils. Vous savez quoi? Le PIB, c'est la croissance économique, les richesses créées au cours d'une année. C'est-à-dire, est-ce que le ministère des Finances maîtrise les valeurs ajoutées ou la croissance économique? Parce que c'est la croissance économique qui doit apporter les rentrées en devises. Je vous donne un exemple. Quels sont les produits commerçables que nous avons et que nous pouvons exporter qui peuvent rapporter des devises? Nous avons que le cuivre et le cobalt. Les minéraux. Le cuivre brut et le cobalt brut. Pas même les produits finis. Et c'est quand on vend ces cuivres bruts et le cobalt brut qui nous rapportent des devises. Et ce sont ces devises qui donnent la force aux francs congolais. Mais est-ce que nous produisons assez pour 100 millions d'habitants en RDC? Et les taux de chômage, combien de pourcentages, combien de gens qui travaillent pour produire les tonnes de cuivre et qui doivent subvenir aux besoins de toutes les couches de population? Nous avons un taux de chômage de plus ou moins 90%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% des gens qui travaillent pour subvenir aux besoins de 90 autres millions et 90% qui ne travaillent pas. Alors, je vous donne un exemple. Nous sommes un ménage, nous sommes à 10 dans la maison, mais nous avons un revenu de $100. Comment est-ce que nous allons subvenir aux besoins de la famille avec $100? On va commencer à manger de la bouillie au lieu de manger un repas copieux. La même chose avec notre économie. Notre économie, à ce qui concerne les rentrées en devises, devait avoir ce qu'on appelle le plein emploi. Pas seulement par rapport au chômage ou à l'emploi, et tous les moyens que nous avons ici chez nous qui doivent être mis en application, utilisés à 100%. Les ressources humaines constituent la première ressource des ressources. Est-ce que si vous avez 10% des gens qui travaillent pour nourrir 90%, ça dit que nous avons un problème de déséquilibre d'abord sur le plan des ressources. Les gens qui doivent travailler, mais il y a beaucoup de chômeurs, il y a des gens inactifs, beaucoup de gens inactifs qui ne produisent pas. Dans cette situation, que faire? Que faire face à cette situation de déséquilibre? Que faire pour faire remonter la situation de la politique monétaire en RDC? Que faire? Il faudrait que le gouvernement puisse réellement avoir une très bonne politique sur le plan d'abord de l'économie nationale, l'économie domestique, notre économie domestique. C'est-à-dire? Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous proposons au marché? Nous produisons les cuivres bruts qui doivent être vendus à l'extérieur. Et pour avoir les produits finis, nous allons acheter les mêmes produits 10 fois plus cher que ce que nous avons vendu. Premier problème, parce que notre économie est d'abord extravertie. Tout ce que nous consommons ici chez nous, produisons des choses que nous ne consommons pas. Et nous consommons des choses que nous ne produisons pas. C'est un rude contraste. Alors, nous produisons des choses qu'il faut vendre aux Européens. Le cobalt, qui sait l'importance du cobalt? Est-ce que les gens qui produisent le cobalt, ils savent le cobalt sert à quoi? Aux batteries électriques. Est-ce que nous produisons les batteries électriques? Il faut les acheter à l'extérieur. Est-ce que nous produisons les batteries, les composantes, les différentes composantes dont fait usage du cobalt? Non. Vous comprenez? Et même les cuivres, même les fils de cuivre, la câblerie, on ne les fait pas ici chez nous. Il faut que nous puissions vendre le cuivre brut pour que nous puissions maintenant racheter la câblerie 10 fois plus cher que ce que nous avons vendu. Regarde ces rues du contraste. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir des usines ou des industries pour que nous puissions produire nous-mêmes ici chez nous, avoir les produits finis
et les revendre plus cher au lieu d'aller l'acheter plus cher que ce que nous vendons. Premier problème. Deuxième problème. À ce qui concerne d'autres denrées, que ce soit les denrées de première nécessité ou autres denrées sur le plan manufacturier, nous importons tout. On importe et les maïs, on importe et les poissons, on importe et les habits, on importe presque tout. C'est-à-dire notre économie dépend de l'extérieur. Il suffit qu'on puisse fermer les frontières, nous allons nous entretuer ici. Et ça ne sera pas une bonne chose. Et pourtant, nous avons sur le plan potentialité, nous sommes les pays les plus riches du monde, sur le plan potentialité. Parce que les richesses potentielles que nous avons ici dépassent les richesses potentielles de l'Union européenne, dépassent les richesses potentielles des États-Unis. Les deux réunis, peut-être, n'arrivent même pas à atteindre les richesses potentielles que nous avons ici. Mais on ne sait pas les transformer en richesses réelles. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, nous avons d'abord un problème au niveau de l'économie domestique. On n'est pas à mesure. L'économie est extravertie. Extravertie, tournée vers l'extérieur. L'économie est extravertie. La politique économique domestique n'existe pas. Il n'y a pas une très bonne politique. Maman, ici, on vivote. Ici, on respire, on ne vit pas. On respire seulement. Parce qu'un homme, c'est sa capacité à réfléchir. Nous sommes des animaux qui réfléchissent. Vous comprenez? Mais quand on n'utilise pas les cerveaux, c'est ça le problème que nous avons ici. Ou aussi, on peut utiliser le cerveau à réfléchir, mais aussi, après réflexion, il n'y a pas la mise en pratique. Non, allons tout doucement. Qu'est-ce qui empêche? Vous savez d'abord, à ce qui concerne sur le plan macroéconomique, parce que cette question relève c'est une approche macroéconomique. C'est au niveau national qu'on doit savoir, est-ce que les ménages, n'est-ce pas? Les ménages consomment, ils consomment. Ils ont les revenus pour consommer? Les entreprises que nous avons, ce sont nos propres entreprises ou bien ce sont les entreprises des étrangers qui rapatrient leurs revenus? Au niveau des banques, est-ce que nous avons des banques nationales, des banques des Congolais ici? Il n'y en a pas. Aucune banque. À part la banque centrale qui appartient à l'État congolais, toutes les banques que nous avons, les banques commerciales, ce sont des banques des étrangers qui rapatrient et qui nous proposent des taux très exorbitants et qui rapatrient ces revenus-là. Et ce n'est même pas la RDC qui en profite, la RDC produit pour le compte des autres. Beaucoup de problèmes sur chaque palier. Vous comprenez? L'approche keynésienne dit quoi? Donnons l'importance aux ménages. Par exemple, je vais vous donner, si Tchétchéri Paribus, si Kolwezi était considéré, ou Lualaba était considéré comme étant un pays, n'est-ce pas? Nous avons les entreprises qui sont sur place ici, que nous ne pouvons pas citer. C'est plus ou moins 20 milliards d'investissements pour chaque entreprise, tout ce que nous avons comme ressources, avec les partenariats État-privé que nous avons ici. Si on pouvait payer, regarde d'abord la différence des salaires. Un expatrié qui est payé en référence du SMIC de chez eux peut recevoir à la fin du mois 90 000 $, 80 000 $, à un certain moment, TFM paye ça aux expats. 90 000 $, mais les managers congolais, on lui paye 6 000 $. Mais l'écart est irrapprochable. C'est-à-dire, quand on paye à un expatrié 90 000 $, les liquidités ou la richesse créée en RDC, on paye un expatrié trop cher. Ils rapatrient ça chez eux. Et c'est comptabilisé dans leur économie, oui, dans leur PNB. Monsieur l'analyste Serge, oui. J'aimerais à ce point, puisque vous soulevez une question qui embête plusieurs Congolais qui travaillent dans le secteur minier, puisque nous sommes dans la province du Lualaba. Chaque fois que l'on parle de la province du Lualaba, on voit les minéraux. Est-ce que cette situation au niveau de salaire dans les entreprises minières, dans les mining, où vous avez un expatrié qui a, je prends aujourd'hui, qui a 30 000 $ et un manager congolais qui a 6 000 $, je prends le cas d'aujourd'hui parce qu'autrefois on avait 80 000 $, 90 000 $ que les expatriés recevaient, mais aujourd'hui ça a été quand même revu un peu à la baisse. Est-ce que cette situation que l'on vit, est-ce que c'est seulement un problème de la politique économique qui est mal gérée, ou c'est plutôt un problème de la politique des hommes, des décideurs congolais qui ne veulent pas sécuriser les... C'est là que ça pose un peu, c'est un problème d'homme, je l'ai dit quand nous avons commencé l'émission, c'est un problème d'homme. J'ai dit si le Lualaba était considéré comme étant un pays,
qu'est-ce qui empêcherait qu'on puisse payer un Congolais 90 000 $ si on l'a fait pour un expatrié? Et si on paye les Congolais 90 000 $, il peut épargner, c'est-à-dire il peut subvenir aux besoins de sa consommation, et puis il peut épargner. Et quand il épargne, ça donne déjà naissance aux institutions financières agréées bancaires des Congolais parce que les capitaux proviennent des Congolais. Et à ce moment-là, nous pourrions aussi avoir, sur le plan des finances, des banques congolaises qui financent les projets des Congolais. Alors, quand vous payez un expat 90 000 $, il rapatrie ça chez eux. Et comme les institutions financières travaillent avec l'épargne des ménages, c'est supposé que vous permettez à l'expat d'avoir la capacité d'épargner et de financer leurs institutions financières. Et nous, quand on va aller solliciter les fonds chez eux, ça sera à un taux très supérieur parce qu'on va encore les enrichir davantage avec notre propre richesse. Vous comprenez? Et ça, c'est un problème d'homme. Est-ce que nous avons utilisé le cerveau? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un problème d'homme. L'homme, c'est un animal qui réfléchit. Alors, qu'est-ce qui empêcherait aux députés nationaux de proposer des lois pour que nous puissions revoir, ne fût-ce que dans la zone minière, les SMIG, les salaires minimum interprofessionnels garantis, parce que ça doit tenir compte du pouvoir d'achat. Parce qu'ici, on produit, c'est supposé que, bon, ici, chez nous, nous avons 20 milliards d'investissements. Et les PIB, on peut aller jusqu'à plus ou moins, même dans les 40 milliards, 60 milliards. C'est supposé que les richesses créées, on peut les redistribuer aux gens qui les ont créées. Vous comprenez? Mais quand vous les redistribuez aux expats, et ils deviennent davantage trop riches. C'est un problème de l'approche keynésienne dit qu'il faudrait soutenir les ménages, payer bien les ménages pour avoir un revenu qui peut leur permettre de consommer les produits des entreprises locales et d'épargner au moment où les entreprises voudraient augmenter leur capacité de production, recourir encore à l'épargne des ménages qu'ils ont déposés dans les banques. Et ils vont augmenter encore la capacité de production et ils vont résorber le chômage parce qu'ils vont embaucher. Vous comprenez comment on résorbe le chômage? Vous comprenez? Mais quand vous payez 100 $, quand vous payez, les SMIC c'est plus ou moins 100 $. Quand les Chinois vous payent 150 $, vous allez l'amener où? Parce que la loi dit qu'il faut payer 100 $. Mais quand vous payez un expat 100 $, mais son SMIC ne dit pas qu'il faut lui payer 100 $, son SMIC il dit qu'il faut lui payer pour qu'il puisse venir à sa besoin, pour avoir un pouvoir d'achat. Dans son pays, il faut avoir 5 000 $ ou 3 800 $. Alors vous devez lui payer trop parce qu'il y a des commissions, il a quitté loin pour venir ici. Et c'est par rapport au SMIC qu'il faut commencer d'abord. On se réfère au SMIC pour payer un expat. On se réfère au SMIC pour payer les employés que nous avons ici chez nous sur le plan local. Mais quand le SMIC est minimisé, le SMIC est de 100 $, vous voulez qu'on vous paye combien? Pendant que l'autre a produit des milliards. Mais il se réfère à votre SMIC. Alors, qu'est-ce qui empêche aux députés de prendre un stylo, d'écrire, de proposer un projet de loi qui peut rehausser, ne fût-ce que dans les zones minières, les SMIC? Et si on paye, par exemple, ne fût-ce que la première catégorie, parce que nous avons les maîtrises, nous avons toutes les catégories, nous avons les expats, nous avons les managers, tous ces... Si on paye, ne fût-ce qu'au niveau des MOE, c'est-à-dire la main-d'œuvre d'exécution, ne fût-ce que payer 2500 $, on fait du tort à qui? Et si on paye... On fait du tort à qui si on peut payer 2500 $? Oui. Mais à ce jour, monsieur l'analyste Serge Sazou, à ce jour, que doit faire le gouvernement congolais? Nous avons commencé l'année 2023 avec un dollar qui se changeait à l'époque à 2100 francs congolais, 2000 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir petit à petit l'année 2023. Nous sommes pratiquement en train de finir le mois de novembre. Nous sommes à 1 $, comme je l'avais dit au début de l'émission, 1 $ à 2650 francs congolais, 2500 francs congolais, 2450 francs congolais. À ce jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'autopsie que vous nous présentez, c'est une autopsie réelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire pour arrêter l'hémorragie de cette dépréciation? Vous êtes analyste. Vous êtes en face de ceux qui gèrent la Banque centrale. Vous êtes en face de celui-là ou de ceux-là qui sont au niveau du ministère des Finances. Que faudrait-il faire à ce stade? Vous savez,
D'abord, dans notre... Est-ce qu'on doit, parce que chaque fois on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une planche à billets qu'on doit mettre en exécution? Est-ce que ce n'est pas une solution? Est-ce qu'il faut recourir à des petites monnaies, donc les coupures de 50 francs congolais, des 100 francs? Là n'est pas le problème, madame. Okay. Là n'est pas le problème. Les petites coupures, les valeurs faciales élevées et moins élevées, là n'est pas le problème. Le problème, c'est la masse monétaire en circulation par rapport à la production. Quand il y a un déséquilibre, là, ça s'appelle soit inflation ou ça s'appelle déflation. Déflation, c'est l'appréciation. C'est aussi un déséquilibre. Quand une monnaie s'apprécie encore, c'est un déséquilibre. Pourquoi? Parce que les gens qui détiennent leur richesse dans la monnaie qui se déprécie, ils perdent aussi. C'est-à-dire, l'inflation, c'est une tumeur, c'est un cancer pour l'économie. Tout comme la déflation aussi, c'est aussi une tumeur, un cancer pour les gens qui ont conservé leur richesse dans la monnaie. C'est la stabilité. Il faut stabiliser la monnaie. Il faut stabiliser la monnaie à long terme. 2 ans, 1 année, stabiliser la monnaie, les mêmes taux, même pour 2 ans ou 5 ans. Ça pourrait permettre aux gens de planifier leurs investissements sans pour autant subir. Parce que quand vous planifiez, vous faites des réserves pour des investissements futurs et que cette monnaie se déprécie. La dépréciation, c'est une perte de valeur. La dépréciation et l'inflation nuisent aux investissements. Vous comprenez? Alors, comme nous avons 2 monnaies qui circulent, c'est déjà là un autre problème. Pourquoi? Parce que les gens qui peuvent conserver leur richesse en dollars, quand il y a déflation, c'est supposé qu'ils vont aussi perdre. Parce que les francs congolais vont prendre le dessus. Et les gens qui vont, quand il y a inflation, c'est supposé que le franc congolais a perdu sa valeur. Et les gens qui ont conservé leur richesse en francs congolais, ils vont perdre encore. Vous comprenez? Alors, il faut stabiliser. Et quand on stabilise, on a les mêmes taux pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça peut permettre aux investisseurs de créer des richesses et de répartir les richesses à tout le monde. C'est-à-dire l'État va trouver son compte parce qu'on va payer les taxes, parce que nous avons créé des richesses. Les ménages vont trouver leur compte parce qu'on va les payer convenablement. Ils vont consommer les produits des entreprises et ils vont épargner. Vous comprenez? Et c'est là le problème. Et si on ne sait pas stabiliser, c'est-à-dire on est en train de jouer sur un terrain mouvant, la monnaie qui révolte à tout moment, et la monnaie qui galope à tout moment, vous comprenez? C'est sur un terrain mouvant. Qui peut danser sur un terrain mouvant? Sur un terrain mouvant, il y a beaucoup de risques de perdre. Sur un terrain mouvant, il y a beaucoup de risques de perte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Serge Issazou qui est en train de le dire. C'est notre invité de ce soir. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette situation, de la dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère, à la monnaie étrangère, précisément le dollar américain. Il a fait une autopsie de la situation. Mais avant que l'on continue avec ce magazine, nous allons faire un tour du côté du taux de change. Moi, je le disais comme ça, mais je pense que nos reporters sont allés voir, nous sommes à quel taux aujourd'hui, voir de plus près, vérifier avec la banque ce qui se passe de ce côté-là. Comme vous le savez, dans ce magazine, nous avons toujours une rubrique concret dans le concret. Concret dans le concret, c'est pour voir les réalités que nous avons sur le plan économique. Les réalités que nous avons en ce qui concerne, disons, certaines ONG, en ce qui concerne en fait certains endroits où l'on sent qu'il y a un mouvement économique assez important. Donc nos reporters ont fait un tour, cette fois-là, au lieu de faire un tour du côté de la Rouachi, du côté de la commune de Kampemba, du côté de la commune annexe, là nous sommes dans la ville que préfère de Lubumbashi, mais cette fois-ci nos reporters ont fait un tour dans la commune de Manika. Nous sommes dans la province du Lualaba, précisément au chef-lieu Kolwezi. Fidèles utilisatrices, fidèles téléspectateurs de l'RTNC au Katanga, vous fidèles followers, venez là de suivre ce que nous présente le tableau, le taux du jour en ce moment, en ce jour, permettez-moi la tautologie. Nous sommes en train de voir ce qui se passe, nous venons de voir ce qui se passe du côté de Manika, la commune de Manika. Je rappelle que à Kolwezi, il n'y a que 2 communes, la commune d'Ilala et la commune de Manika. Et notre
regard s'est focalisé sur la commune de Manica pour le taux de change. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir pour vous M. Serge Issazou, qui est au fait analyste économique. Avec lui, nous sommes en train d'aborder cette grande question. Il nous a fait une belle autopsie avant la pause, mais là, nous revenons avec lui. Monsieur Serge, j'étais en train de vous dire une chose et vous étiez en train de rappeler, de dire aux fidélisatrices, aux fidélisateurs, aux followers qu'il est temps de stabiliser la monnaie. Il faut stabiliser la monnaie parce que dans les deux cas, s'il y a une inflation, disais-je, déflation, ce sont des cas qu'il ne faut pas permettre. Il faut une stabilisation de cette monnaie. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les paramètres qui entrent en jeu pour stabiliser comme il se doit la monnaie? Que l'on soit pratique au fait. Vous savez, c'est comme on l'a dit au tout début, ça relève de la politique monétaire. Et le gouverneur de la Banque centrale joue un rôle prépondérant, un rôle primordial. En amont, c'est lui qui doit conseiller au ministre des Finances, il doit conseiller au ministre à l'ECOFIN ce qui doit être fait. Vous comprenez pas, c'est lui qui maîtrise un peu beaucoup de choses au même moment. Pourquoi je reviens encore à vous poser cette question? Est-ce que tous les cambistes ne jouent pas également un rôle dans ce qui se passe en ce qui concerne cette situation que nous vivons? Est-ce que toute la grande responsabilité ne revient qu'à la Banque centrale? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait régulièrement des réunions, de rencontres entre la Banque centrale et les différents cambistes? Est-ce que nous ne vivons pas également cette situation parce qu'en RDC, tout le monde peut se réveiller le matin, mettre une chaise, une table au coin de la rue et devenir cambiste? Est-ce que ce n'est pas parce que ce secteur-là aussi n'est pas réglementé? Voilà. Vous savez, on a toujours condamné parfois à tort les cambistes. Okay. Un cambiste, dans les régimes dans lesquels nous évoluons aujourd'hui, ne joue pas un rôle très important. Ah bon? Dans les régimes de taux d'échange fixe qu'on avait avec les régimes de Mobutu, okay. C'est dans ces régimes-là où l'État fixe d'autorité les taux. Parce que les taux, c'est l'État qui fixe, les taux il est officiel. Mais ces régimes-là, c'est un régime d'obédience communiste. Et vous savez que les communistes, ils n'ont pas réussi à ce qui concerne les richesses, création des richesses dans le monde entier. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Aujourd'hui, ils ont migré vers les régimes de marché. C'est-à-dire, c'est les marchés qui fixent les prix. Quand les marchés fixent les prix, c'est les vrais prix. Tout le monde se renseigne sur les marchés. Quand on parle du taux, c'est la confrontation entre l'offre et la demande des dollars et des francs congolais sur les marchés. Et cette confrontation... Non, le régime, il est flottant. Le régime qui dit flottant, il est libre. Le régime est libre. C'est-à-dire c'est les marchés qui fixent les prix. C'est-à-dire la confrontation. C'est la loi de l'offre et de la demande qui fixe les prix sur les marchés. Quand il y a beaucoup de dollars, directement ça va baisser des prix. Quand il y a beaucoup de francs congolais, même ça va faire la même chose. C'est-à-dire les francs congolais va baisser des prix. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de trop sur les marchés. Mais quand on équilibre, c'est pour ça que je vous ai dit, Fischer nous a donné une bonne formule. De Fischer? Oui, oui. La production, c'est-à-dire qui fait des rentrées en devises, doit être égale à la masse monétaire en circulation. Quand vous avez ça, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Directement, le taux est stable. Est-ce que vous pensez que la situation... Mais quand vous parlez de cambistes, quelqu'un qui a $200, comment est-ce qu'il peut influencer les marchés? $200, comment il fait influencer? Mais c'est la Banque centrale qui détient les dividendes de l'État. C'est la Banque centrale qui détient les emprunts que nous avons avec les institutions financières agréées banquiers de l'extérieur, que ce soit les FMI ou la Banque mondiale. C'est la Banque centrale qui gère les comptes de trésor. La parafiscalité au niveau de la GDRAD, la fiscalité au niveau de la DGI et même la DGDA. C'est la Banque centrale qui gère cette corbeille. Mais c'est à la Banque centrale de jouer son rôle. C'est la Banque centrale qui détient les monopoles, qui a les moyens, qui a tout ce qu'il faut, et même les outils. Quand on constate qu'il y a beaucoup de francs congolais en circulation, c'est une politique restrictive qu'il faut appliquer, c'est-à-dire réduire une partie de la masse monétaire en circulation pour égaliser avec les réserves internationales que nous avons. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de dollars sur les marchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs outils qu'il faut utiliser, la politique d'open market, il y a plusieurs politiques qu'il faut utiliser, les rescomptes, il y a beaucoup de trucs qu'il faut utiliser. Mais si vous ne les appliquez pas, vous voulez que ça soit automatique.
Et ce n'est pas sous le coup d'un bateau magique que tout cela doit se faire. Le monde des finances, c'est un monde de requins aussi. Il faut veiller à tout prix. Encore une fois, vous Oui, insistez. c'est le régime. C'est le régime. Oui, oui, le régime, il est flottant. Ça dit que c'est à la Banque centrale d'appliquer les outils. Ce n'est pas les cambistes. Donc la Banque centrale, dans cette situation de la dépréciation du franc congolais, a un très grand rôle à jouer. Un très grand rôle. Oui, c'est parce que c'est la Banque centrale qui détient tous les outils. C'est la Banque centrale qui connaît qu'est-ce qu'on a en réserve et qu'est-ce que nous avons comme masse monétaire en circulation. Parce que toutes les banques commerciales donnent les rapports à la fin de la journée. Que nous avons tel stock en dollars. Nous avons par exemple tel montant en francs congolais, on donne les statistiques et la Banque centrale sait au moins ce que nous avons à ce qui concerne la masse monétaire en circulation. Vous comprenez, à part ce que les ménages thésaurisent, parce que les gens n'ont pas l'habitude de faire quoi, d'avoir des comptes dans les banques, quand même la quasi-totalité. Mais les entreprises que nous avons ici logent leur argent, leur liquidité dans les banques. Et les banques donnent les statistiques à la Banque centrale. Et la Banque centrale, c'est à elle de jouer ce grand rôle. Pourquoi? Parce que le régime dans lequel nous sommes, il n'est pas totalement libre. Le régime, on dit le régime de change flottant. Le flottement, il est contrôlé. C'est-à-dire la Banque centrale a un taux qu'on appelle le taux plancher. Il y a aussi un autre taux qu'on appelle le taux plafond. Et le serpent monétaire joue entre les deux taux. C'est-à-dire la Banque centrale joue avec le serpent monétaire. Il penche de quel côté? Et quand il penche du côté de la masse du franc congolais, on essaie d'appliquer la politique restrictive, c'est-à-dire réduire un peu de la masse monétaire en circulation. Quand on se rend compte qu'il y a crise de liquidité, on peut faire la politique expansive, c'est-à-dire on injecte encore une partie de la masse monétaire pour équilibrer tous ces problèmes. Il faut garder l'équilibre. Et quand on garde l'équilibre à ce moment-là, et même les entreprises peuvent planifier, et même les ménages peuvent planifier, tout le monde peut se retrouver sur un terrain qui est vraiment, comment on peut dire, favorable pour les prévisions. Et même, on peut faire des prévisions correctement. Je reviens à la question de M. Tout-le-Monde, c'est-à-dire des téléspectatrices, des téléspectateurs, de followers qui posent chaque fois cette question. Je reviens, c'est comme ça que je dis la question de M. Tout-le-Monde. Est-ce que vous pensez, qu'avec cette situation que nous vivons, est-ce que ça va changer? En tout cas, ça va changer s'il y a la volonté politique aussi, parce que la politique transcende tous les autres groupements. C'est la politique de tracer des trajectoires pour que les gens puissent suivre. Parce que c'est la politique qui détient, qui a la force, comment on peut dire, la force est contraignante. On peut contraindre les gens dans le bon sens, vous comprenez? Et quand vous ne les contraignez pas, les gens peuvent faire n'importe quoi, ça c'est la jungle. Il y a une réglementation. La réglementation doit être là. Qui fait quoi et comment on doit le faire? Quand on crée les richesses, on doit les créer comment? Imaginez-vous, nous sommes dans notre zone ici minière. Combien de maisons de négoce chinoises nous avons? Beaucoup. Moi, j'ai vu des Chinois loger des sommes colossales dans des malles en dessous de leur lit. On tire comme ça, on a des millions. Mais on prive notre économie de cet argent, de cette liquidité. Comment un Chinois peut avoir ça à la maison? Est-ce qu'on contrôle tous ces gens là-bas qui ont des maisons de négoce chinoises, ce qui se passe dans leurs activités? Non. Et quand un Congolais arrive, on lui donne $100, il disparaît. Oui, il faudrait que tous ces étrangers puissent loger leurs richesses dans les banques. Et ces liquidités-là pourraient aider notre économie. Est-ce que tous ces étrangers ne logent pas, en fait? Non, se sentent à l'aise de loger tout cet argent-là chez eux dans leur lieu de négoce, au lieu de les loger dans les comptes avec la bénédiction des autorités congolaises? Bon, madame, des politiques congolaises. Allez visiter à Mousompo, les maisons de négoce chinoises. Allez visiter. On les paye en devises, non? Oui. Ou en francs congolais, non? Oui. Mais pourquoi ne pas payer à la banque pour que la banque puisse contrôler la masse monétaire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent en dehors du circuit bancaire. Et quand vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de sommes, de grosses sommes, en dehors du circuit bancaire, c'est-à-dire vous ne maîtrisez pas la masse monétaire en circulation, vous ne maîtrisez pas parce qu'il y a des gens qui font les activités en dehors de votre circuit parce qu'ils ne sont pas vous proposez maîtrisés. Également, parce que là je sens déjà c'est une proposition de votre Chaque part. activité doit être réglementée et chaque entreprise doit avoir un compte bancaire et on doit vérifier tous les mouvements. Sinon, on risque d'avoir ce qu'on appelle les blanchiments de capitaux. Combien de Chinois viennent ici dans des conteneurs parfois? Mais et après, au bout de quelques temps, ils deviennent des boss.
Parfois, ils viennent ici pour payer les comptes de leur gouvernement parce qu'ils sont prisonniers, je ne sais pas quoi. Mais ils arrivent ici, deviennent des boss. Parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Donc ça signifie... Ils font la commission, ne fût-ce que pour amener la marchandise, les minerais de cuivre dans les usines, par exemple, que nous avons dans les environs ici. Et si vous êtes Congolais, vous ne pouvez pas amener. Il faut un Chinois qui puisse jouer le rôle de commission. Et quand vous payez, on va verser dans les comptes de ces Chinois, et c'est les Chinois qui vont vous rétrocéder. Mais imaginez, les matchs se jouent à domicile, mais ce sont les Chinois qui détiennent les cartes. Non, c'est la réalité d'ici. Il n'y a pas de Congolais. Pas de Congolais. Et pourtant, ce sont ces gens qui sont soutenus par les politiques. C'est choquant. Allez dans les environs, allez à Crête 7, les entreprises qui ont été construites. Quand vous le voyez en tant qu'analyste, c'est choquant pour vous. Mais c'est un cancer pour notre économie. C'est une tumeur. C'est-à-dire, vous prenez les os, vous mettez dans votre propre casserole, et vous prenez la bonne viande, vous donnez aux étrangers. Et ça c'est quel parent qui peut faire ça? Est-ce qu'il les contrôle? Allez poser la question si les négociants que nous avons ici et les créateurs sont en mesure d'aller apporter leurs produits aux usines pour qu'on puisse avoir les produits bruts là, de cuivre. Non, ça ne peut pas se faire. Il faut transiter par un Chinois qui va jouer le rôle de commissionnaire, et à ce moment-là, tout va transiter dans les comptes de ces Chinois, et c'est les Chinois qui vous gèrent. Et quand vous ne réglementez rien, même là où on devait créer la classe moyenne, les créateurs qui devaient être aujourd'hui riches, quand on ne contrôle pas ce secteur, qui est promoteur de beaucoup de devises ici chez nous, les méthorex sont truqués, les poids sont truqués, humidité exagérée, on réduit la richesse des populations. Et quand vous êtes parents, vous avez des enfants chariomènes, vous avez des enfants qui n'étudient pas, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'activité. Est-ce que vous, parents, vous serez riches? Vous ne serez pas riches parce qu'un jour, vous serez obligé de recourir à vos enfants qui sont pauvres. Mais quand vous avez des enfants riches, mais vous pouvez voyager dans le monde entier parce que chaque personne peut contribuer avec ce qu'il peut et vous pouvez vivre correctement. C'est la même chose avec l'État. L'État doit prendre en charge tous les acteurs économiques sur le plan d'abord domestique, les aider, subventionner, les protéger les activités au niveau national, au niveau domestique. Et c'est ça qui n'est pas fait. Et tous ces politiques qui sont là-bas, ils sont seulement là pour protéger les intérêts des étrangers. À la place, là où quelqu'un, il peut avoir 33 millions, l'État peut gagner 33 millions, on donne à un politique 1 million, et il se limite là-bas, et le reste, c'est les Chinois ou l'expatrié qui rapatrient chez eux. Vous comprenez? Et même les EA. Est-ce que vous pensez que cette situation va changer d'aussitôt? Puisque, en fait, c'est une situation embêtante. C'est une question de volonté politique. Ça va changer. Le problème, c'est quoi? Nous devons tous avoir des bons leaders à chaque étape. On doit avoir des gens qui ont ce qu'on appelle le développement des personnalités, les gens qui ont le leadership. Vous comprenez? Entraîner les vrais leadership, entraîner les gens dans le sens de création de richesses, dans le sens de prospérité, dans le sens du progrès et de l'opulence. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un est pauvre mentalement, il vous assujettit. Il accepte 1 million pour son propre compte. Combien de gens ont détourné l'argent dans les comptes de l'État? 1 million. Et on voit que le Chinois, lui, a 33 millions. Pourquoi? Parce que vous avez fermé les yeux. Quelqu'un a pris 1 million illégalement et il laisse la place aux Chinois de faire tout ce qu'il veut. Le monde des finances, c'est un monde de requins. Vous comprenez? Et tout ça, il faudrait que nous puissions avoir cette culture financière. Au niveau d'abord des acteurs politiques, ce sont des gens qui doivent être recyclés, qui doivent avoir une mise à jour. Chaque jour faire la mise à jour pour qu'ils puissent savoir nous sommes dans quelle direction. Nous sommes embarqués dans quoi pour que nous puissions créer les richesses? Parce que la politique, c'est amener l'enrichissement des citoyens. Et quand vous créez l'enrichissement des citoyens, notre État devient fort. L'État ne va pas commencer à recourir à l'emprunt extérieur pour financer ses activités. L'État peut recourir même, comment on peut dire, à l'épargne des ménages dans nos institutions financières pour résoudre ces problèmes à court terme. Vous comprenez? Et ces projets, il y a beaucoup de projets ici qui sont financés par les capitaux étrangers et on rapatrie les revenus chez eux. Mais c'est pourquoi? Parce que les citoyens congolais lambda, les Congolais lambda, n'est pas en mesure d'épargner pour que l'État puisse avoir des ressources pour financer ses activités. Même au niveau domestique, il y a deux approches. Première approche, si nous voulons savoir notre équilibre, c'est ce qu'on appelle l'économie fermée. Je vous donne un exemple. Si vous voulez savoir si vous êtes en équilibre chez vous à la maison, c'est quand vous ne demandez pas les faire repasser chez les voisins.
c'est quand vous ne demandez pas un peu de farine pour préparer le boukari chez les voisins, quand vous ne demandez pas l'assiette de l'homo de tel pour que vous puissiez manger chez vous. Vous comprenez toutes ces histoires. Quand vous ne les faites pas au bout d'un mois, vous dites que vous êtes en équilibre pendant un mois. Vous comprenez? Mais quand il faut repasser, il faut demander chez les voisins. Quand il faut préparer le boukari, il faut demander la farine chez les voisins. Vous n'êtes pas en équilibre. C'est la même chose avec nous. Pourquoi? Quand il faut investir, il faut recourir chez les autres. Il faut recourir chez les Chinois. Il faut recourir chez les Américains, chez les Européens. Mais pourquoi est-ce qu'eux ne recourent pas chez nous? Et qu'est-ce qu'eux font pour qu'ils puissent financer leurs activités au niveau interne? Mais c'est payer bien les ménages. Donc, première approche, économie fermée. Économie fermée, là vous connaîtrez l'équilibre. Mais comme nous sommes dans un monde qui est inégal avec les inégalités de richesse, je ne peux pas avoir tout chez moi, mais du moins il faudrait que je puisse savoir, je suis à mesure de faire quoi, pour que je puisse demander, est-ce qu'il faut demander les maïs en Zambie? Pendant que nous avons des terres arables, la Zambie, l'économie ouverte, d'abord commencer par fermer toutes les grandes économies aujourd'hui, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit la Chine, que ce soit tous ces pays là-bas, plutôt, ils ont commencé par connaître l'équilibre en économie fermée. L'apartheid ici, et les Chinois, ils ont quitté le communisme. Pas d'entre... Économie fermée. Pour connaître l'équilibre. Deuxième approche, maintenant savoir ouverte pour savoir qu'est-ce que nous devons importer. On ne doit pas importer tout. On ne doit pas importer même les maïs. Nous sommes pratiquement en train de chuter déjà pour ce magazine. Et vous voyez, importer tout. Une délégation de ministres, 18 ministres pour aller demander les maïs en Zambie. C'est quelle humiliation? On n'a pas encore fini de demander. Il semble qu'on a demandé aussi l'argent à l'Arabie c'est ça qui n'est pas correct. Saoudite. Non, nous ne pouvons pas être des commandeurs d'argent. Nous avons tout ici. Nous avons tout ici. Il y a un président congolais qui a dit « J'ai gratté les seuls Congolais pour payer les dettes que les autres avaient laissées ». Okay. Alors pourquoi nous ne pouvons pas nous concentrer sur ce qui constitue notre force pour aller demander l'argent ailleurs? Votre mot de la fin, nous sommes en train de finir déjà ce magazine de ce soir. Monsieur l'analyste économique Serge Issazou, votre mot de la fin. On ne le dira jamais assez. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle des indicateurs. Chez nous, en économie, nous avons ce qu'on appelle l'espérance vie. C'est une probabilité. Si au Congo, nous pouvons, un Congolais lambda doit vivre 53 ans. C'est-à-dire qu'il doit tout planifier sur 53 ans. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise vie économique, une mauvaise santé économique. Les gens ne mangent pas bien, ils doivent avoir des maladies décessibles et ils meurent à temps. Et il faudrait que nous puissions aussi savoir comment planifier notre vie. Nous avons tout ce que nous avons ici. Il faudrait que les politiques, tous les leaders, et tous les acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit les universités aussi qui posent problème parce qu'on forme des chômeurs. Au lieu de former les gens dont on a besoin pour notre économie, mais on forme les chômeurs. Et tout ça, il faudrait que nous puissions faire des états des lieux dans presque chaque secteur, dans chaque thématique. Et je pense qu'on pourrait trouver les vrais problèmes et résoudre les vrais problèmes, avoir de vrais modèles pour résoudre les problèmes de la communauté. Mais quand on a des faux modèles, on ne résout pas les problèmes de la communauté. Quand on a des faux modèles, on ne résout pas le problème de la communauté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est là, au fait, le mot de la fin de M. Serge Issazou, qui est au fait analyste économique. Mais j'aimerais quand même rappeler que vous êtes un scientifique, vous êtes chef des travaux, donc c'est important de le rappeler. Mais ici, je vous ai reçu comme analyste économique. Mais Monsieur Serge Issazou, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans le cadre de ce magazine économique concret. À vous, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, fidèles followers, n'oubliez pas de vous faire abonner sur notre chaîne YouTube Mag Concret. Mag Concret, n'oubliez pas. Encore une fois, votre humble servante vous dit parole d'espoir, ne désespérez pas. Dites-vous toujours que ça ira pour le mieux. Si ça n'a pas marché la fois passée, la fois dernière, disais-je, ça ira pour le mieux la fois prochaine. Dites-vous qu'il faut toujours penser positif, concret. Ça a été un plaisir de vous présenter ce magazine à partir de la ville de Kolwezi. Bye bye et à la fois prochaine.